Islam, la réforme radicale, éthique et libération de Tariq Ramadan. À vous, qui par votre présence de cœur et d'intelligence m'avez permis d'avancer et de rester debout et m'avez offert énergie et espérance. Introduction. Les réflexions et propositions que les lecteurs trouveront dans le présent ouvrage sont le produit d'une longue et profonde immersion dans l'univers des sciences islamiques. La route ne fut pas toujours aisée. Les études et les recherches furent longues, parfois difficiles. Pendant plus de 20 ans, nourris par l'enseignement traditionnel que nous avions reçu, les lectures accumulées, les recherches personnelles et les livres écrits, nous avons répété que le réveil de la pensée islamique passait nécessairement, d'une part par une réconciliation avec sa dimension spirituelle, et d'autre part par un engagement renouvelé, une lecture rationnelle et critique, ijtihad, des sources scripturaires dans le domaine du droit et de la jurisprudence, le fiqh. Nous n'avons pas changé d'avis. Le cœur lumineux de l'islam est bien la quête et l'initiation spirituelle. Sa dimension universelle passe nécessairement par un travail de lecture et de relecture continuée, d'interprétation fidèle et novatrice, et enfin, de formulation d'avis juridiques adaptés, fatawa. Les musulmans d'aujourd'hui, en Orient comme en Occident, ont un besoin urgent d'un fiqh, droit et jurisprudence contemporain, distinguant ce qui, dans les textes, est immuable de ce qui est propre au changement. Nous nous y sommes engagés de façon systématique en publiant 3 ouvrages spécifiques dans leur approche. Dans Être musulman européen, il s'agissait de présenter une réflexion nouvelle à partir des principaux instruments classiques offerts par les fondements du droit et de la jurisprudence, usul al-fiqh. Le raisonnement interprétatif critique et autonome, l'ijtihad, l'intérêt et le bien commun, maslaha, et l'avis juridique circonstancié, les fatwas. Cette approche devait permettre aux musulmans européens et occidentaux de répondre aux questions et aux défis de leur présence dans les sociétés sécularisées, où le référent religieux joue un rôle secondaire dans la vie publique. Le livre « Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam » prolongeait cette réflexion en abordant en amont de façon plus directe la question des sciences et des méthodologies. La deuxième partie de ce livre revêtait la forme de propositions pratiques et concrètes dans les différents domaines de la spiritualité, de l'éducation, de l'engagement social et politique, du dialogue interreligieux, etc. Ces 2 ouvrages ont vulgarisé une pensée et une méthodologie qui se sont diffusées bien au-delà de nos espérances. Un large mouvement de pensée s'est mis au mouvement au-delà de ces contributions. Enfin, notre étude sur le face-à-face des civilisations en 1995, édition Tawhid, abordait ces problématiques dans le cadre des sociétés majoritairement musulmanes en posant la question « quel projet pour quelle modernité ?» et en étudiant les dimensions sociales, politiques, économiques et culturelles d'un possible projet de société. Il s'agissait encore et toujours de faire le pari de la fidélité dans le mouvement. Nous sommes pourtant parvenus à des limites. La vision générale a certes été renouvelée, des lectures novatrices ont souvent permis d'apporter des solutions originales, de dépasser les attitudes de repli, de mettre un frein à l'isolement victimaire ou encore au littéralisme sectaire. Un autre rapport à soi et à l'Occident s'avérait possible, et pourtant, des blocages demeuraient qui empêchaient de mener plus avant la réflexion, et surtout, donnaient au mouvement de réforme, islah, la forme d'un processus d'adaptation continué à l'ordre des choses.
aussi insatisfaisantes fussent-elles. Il nous apparaissait qu'il fallait aller plus loin, et non plus seulement questionner, comme l'avaient fait les réformistes des 2 précédents siècles, les productions du fiqh, mais bien ses fondements, ses sources et la science mère, usul al-fiqh. Des siècles, des décennies et des années de référence à l'ijtihad ont certes fait avancer les choses, mais de façon encore bien insuffisante, puisque les crises demeurent, voire s'approfondissent, et que les musulmans semblent en panne de vision et de projet pour le présent et pour l'avenir. Nous semblons avoir atteint la fin d'un cycle, celui qui consistait à penser la revivification à partir du simple renouvellement de la lecture des sources scripturaires et de leur interprétation. On avait justement distingué la shari'a, la voie de la fidélité comprenant l'ordre légal, du fiqh, les principes généraux, am, des principes spécifiques, khas, les normes immuables, thawabit, des normes sujettes à changement, mutahayyirat, permettant ainsi le mouvement du renouveau comme l'avait indiqué et espéré le penseur indo-pakistanais Muhammad Iqbal, 1877-1938. Or, il se trouve, comme nous le montrerons dans la première section du présent volume, que cela est insuffisant lorsque les progrès du monde sont si rapides, les défis si complexes et la mondialisation si perturbante. Il faut donc, à notre sens, aller plus loin, poser la question des sources du droit et de la jurisprudence, usul al-fiqh, des catégories qui les organisent, des méthodologies qui en découlent et enfin de la nature de l'autorité que ces ensembles confèrent aux savants des textes, les ulama et particulièrement les fuqaha. C'est ce que nous nous proposons d'entreprendre ici. Il s'agit clairement d'une nouvelle étape. Notre propos sera de revisiter non plus seulement les outils et les applications concrètes et historiques du droit et de la jurisprudence, mais aussi leurs sources, leur catégorisation et, ce faisant, les méthodes, les champs d'autorité et la nature des approches qui nous ont été proposées à travers l'histoire de cette science. Cette démarche est le produit d'années de réflexion et de questionnement sur la nature des crises, des difficultés, des blocages qui paralysent la pensée musulmane contemporaine. Pourquoi donc le recours à l'ijtihad, depuis si longtemps convoqué, ne produit-il finalement pas le renouveau escompté? Pourquoi l'esprit novateur, audacieux et créatif de l'origine a-t-il laissé place à des démarches frileuses qui ne pensent la réforme qu'en termes d'adaptation au monde et non plus avec la volonté et l'énergie de sa transformation? Comment expliquer et appréhender cette scission et ce fossé immense entre les sciences islamiques, ou sciences sacrées, et toutes les autres sciences qui délimitent des champs d'autorité distincts et bien gardés, mais qui ne permettent pas de répondre comme il se doit aux défis de l'époque? Ce sont ces questions, et bien d'autres encore, qui nous ont convaincus de devoir remonter à la racine des problèmes, circonscrire leur portée et proposer une nouvelle approche et une nouvelle méthodologie quant aux fondements et aux sources du droit et de la jurisprudence. Cette étude contient au demeurant 3 thèses fondamentales. Le monde musulman contemporain, en Orient comme en Occident, doit penser les termes et les modalités du processus de réforme. Il importe de distinguer la réforme de l'adaptation qui impose à la pensée religieuse, philosophique et légale de s'adapter aux évolutions des sociétés, des sciences et du monde, de la réforme de la transformation qui se donne les moyens spirituels, intellectuels et scientifiques d'agir sur le réel, de maîtriser les savoirs et d'appréhender par anticipation la complexité des défis sociaux, politiques, philosophiques et éthiques. Pour ce faire, et c'est la deuxième thèse, il faut impérativement reconsidérer le contenu et la géographie
des sources du droit et de la jurisprudence islamique. Il ne peut s'agir de s'appuyer uniquement sur les sources scripturaires pour aborder la relation entre les connaissances humaines, religion, philosophie, sciences expérimentales et humaines, et l'éthique appliquée. L'univers, la nature et les savoirs qui s'y rapportent doivent impérativement être intégrés dans le processus qui permet de fixer les objectifs supérieurs et les finalités éthiques, el-maqasid, de l'enseignement global de l'islam. La conséquence de cette nouvelle géographie est importante et elle détermine notre troisième thèse. Il faut opérer un déplacement du centre de gravité de l'autorité dans l'univers de référence islamique en serrant plus nettement les compétences et les rôles spécifiques respectifs des savants des différents domaines. Les savants des textes, ulama al-nusus, et les savants du contexte, ulama al-waqi, doivent désormais travailler ensemble, sur un pied d'égalité, pour mettre en œuvre cette réforme radicale que nous appelons de nos vœux. Nous sommes conscients au moment où nous écrivons ces lignes que des critiques ne manqueront pas de s'exprimer. D'aucuns, ces dernières années, ont mis en doute notre compétence et notre habileté à aborder certaines questions en sciences islamiques et, a fortiori, à proposer des solutions. Répétons ici que ce qui nous importe est que ces critiques cessent de s'intéresser à la personne et commencent à s'atteler au seul vrai débat qui vaille, à savoir étudier les thèses et les réflexions présentées et en produire, le cas échéant, une critique sérieuse et argumentée. Nous avons observé, lorsque nous avons lancé l'appel pour un moratoire sur la peine de mort, les châtiments corporels et la lapidation, que les réactions, même de la part de certains ulama, étaient passionnées et émotives, mais que l'étude approfondie du texte de cet appel avait produit peu de critiques argumentées. Cette absence de débat critique et serein est à notre sens l'un des maux qui ronge la pensée musulmane contemporaine. Lors de présentations académiques, conférences, colloques ou séminaires, précédant l'écriture de ce livre, certains interlocuteurs ont relevé que, selon eux, ces réflexions n'étaient pas neuves et que l'intégration des scientifiques, issus des sciences expérimentales ou humaines, était déjà une réalité dans certains conseils juridiques islamiques. C'est ce que nous contestons ici et dont nous discutons les modalités. Il y a certes, et nous en faisons mention à plusieurs reprises, des domaines comme la médecine, où des plateformes existent dans lesquelles les ulama des textes et les scientifiques se concertent et additionnent leurs compétences. Mais cette réalité est bien plus l'exception que la règle. Au demeurant, notre thèse est plus claire et plus radicale qu'un simple appel à la consultation ponctuelle des experts et des spécialistes dans les différents domaines du savoir. Ce qui nous importe est d'interroger l'essence de la catégorisation entre des sources du droit et, ce faisant, de stipuler la nécessaire intégration des savants de la nature, des sciences expérimentales et humaines, de façon permanente et sur un pied d'égalité, quand il s'agit de déterminer les objectifs supérieurs et les finalités éthiques dans leurs domaines respectifs. Cette démarche nous permet de proposer ici un ensemble de finalités éthiques plus élaborées que celui des 5 ou 6 principes traditionnels, et une catégorisation horizontale et verticale, originale des objectifs supérieurs. Notre approche offre un cadre qui ne se présente pas comme définitif, mais impose de fait une révision critique des méthodologies et des typologies classiques. On pourra aussi relever que nous n'apportons pas toujours de solutions concrètes aux différentes questions que nous soulevons. Il faut distinguer les registres. Le travail théorique auquel nous nous sommes appliqués dans les 3 premières parties de cet ouvrage consiste à étudier la terminologie, la catégorisation des sciences et l'histoire
des différentes écoles des fondements du droit. Dans le cadre de cette réflexion fondamentale, nous proposons une nouvelle géographie des sources du droit et de la jurisprudence. Elle doit permettre d'intégrer l'univers et les environnements sociaux et humains, et donc de toutes les sciences y afférentes, à la formulation des finalités éthiques du message islamique, dont nous proposons ici une nouvelle présentation, ainsi qu'une nouvelle catégorisation. À partir de ce cadre théorique, nous étudions des cas de figure pratiques et soulevons un certain nombre de problématiques et de questions. Nous avons choisi quelques domaines clés: la médecine, les arts, les cultures, les relations hommes-femmes, l'écologie, l'économie, la sécularisation, la politique, la philosophie, qui sont loin d'être les seuls, mais vis-à-vis desquels, dans le cadre limité de cette étude, il nous semble que notre approche est de nature à ouvrir de nouveaux espaces d'investigation et de créativité. Il ne nous appartient pas ici d'apporter des réponses à chacune des interrogations posées, puisque la thèse fondamentale du présent ouvrage est justement d'affirmer que les spécialistes doivent se pencher sur ces problèmes, s'impliquer davantage et nous faire bénéficier de leurs compétences sur des questions souvent complexes et pointues. Notre apport se limite à nous interroger sur les méthodes tout en formulant des critiques de fond quant à la nature formaliste ou clairement inadaptée des réponses proposées. Il appartient ensuite aux savants, scientifiques et experts des diverses branches de savoir de nous fournir des solutions nouvelles et performantes. Il faut aussi le préciser, cette étude n'est pas une critique systématique et sans nuance des ulémas et des fuqaha que nous rendrions responsables de tous les maux qui traversent les sociétés majoritairement musulmanes et les communautés qui vivent en Occident, en Asie ou en Afrique. Notre propos touche la conscience musulmane contemporaine à tous les niveaux, et nos critiques se veulent constructives et multidimensionnelles. Il importe que les musulmans dits ordinaires prennent leur part de responsabilité dans le travail critique, dans la nature des questions qu'ils formulent et dans l'approfondissement de la réflexion à partir des réalités quotidiennes. Le problème du leadership dans le monde musulman tient également au manque de contribution critique à l'intérieur des communautés religieuses, à la passivité du plus grand nombre et au suivisme souvent exclusif, fondé sur l'émotivité ou l'admiration de tel ou tel savant ou leader compétent et ou charismatique. Il est nécessaire également de faire la critique des intellectuels et des scientifiques ou savants qui excellent dans leur champ de compétences, mais qui ne participent pas aux débats intellectuels et éthiques à l'intérieur de la communauté spirituelle. Ils se bornent souvent à critiquer l'incompétence des savants qui ne connaissent rien aux questions sur lesquelles ils légifèrent. Mais ils adoptent une attitude d'observateur passif, n'assumant aucune responsabilité dans la crise de la conscience musulmane contemporaine. Nous appelons donc à un réveil général et à une évaluation autocritique de toutes les consciences et de toutes les compétences, des musulmans ordinaires autant que des intellectuels, des scientifiques et des ulama. Il appartient même aux experts non musulmans, comme nous le verrons, de jouer leur rôle dans le processus en interpellant la conscience musulmane contemporaine sur un certain nombre de questions ou en apportant le concours de leurs compétences dans la résolution possible de certaines questions scientifiques et ou éthiques en sciences expérimentales ou humaines. Notre étude se présente en 4 parties bien distinctes. Les 3 premières sont théoriques et ont pour fonction de déterminer le cadre à partir duquel les cas pratiques sont abordés dans la dernière partie. Nous nous sommes d'abord intéressés à la terminologie et à la nature de la réforme dont nous parlions. Dans la deuxième partie, nous avons présenté les 3 grandes écoles classiques qui ont déterminé les horizons des fondements du droit et de la jurisprudence.
l'école déductive, l'approche inductive, puis l'école des objectifs supérieurs, El-Maqasid. C'est dans la troisième partie que nous proposons une nouvelle géographie des fondements du droit et de la jurisprudence, et que nous exposons nos thèses fondamentales. Dans la quatrième partie, nous avons fait le choix de certains domaines, choix arbitraires et qui, de surcroît, ne pouvaient permettre une étude exhaustive, dans lesquels la pensée islamique avait plutôt bien évolué. Telle la médecine, mais s'il faut encore plus d'engagement spécialisé, et d'autres où l'on assiste à de vrais blocages, les arts, la culture, l'économie, l'écologie, etc. Il s'agit pour nous de montrer comment et en quoi une méthodologie nouvelle est nécessaire pour relever les différents défis de l'époque contemporaine. L'exigence n'est pas dans chacun des domaines scientifiques de recherche de chercher à s'adapter aux évolutions sociales et scientifiques, mais d'apporter une contribution éthique, un supplément d'âme, d'humanité et de créativité positive aux sociétés, aux sciences et au progrès humain. Le lecteur qui aimerait éviter les chapitres techniques analysant les sciences islamiques et les fondements du droit, puis le développement théorique relatif à la présentation de la nouvelle géographie que nous proposons ici, pourra se concentrer sur l'étude des cas pratiques et les 5 sections que nous avons établies dans la quatrième partie. Le cas échéant, il pourra revenir à la lecture des questions théoriques dans un deuxième temps. La lecture linéaire de l'ouvrage ou l'approche initiale par les cas pratiques peuvent être toutes deux logiques, voire complémentaires, si l'on garde à l'esprit les relations impératives existant entre les critiques théoriques, la méthodologie proposée et les solutions pratiques et éthiques qui sont l'objet de notre démarche. Nous parlons de l'intérieur d'un univers de référence dont nous questionnons les catégorisations et les méthodologies classiques afin de réconcilier l'intelligence musulmane contemporaine avec l'universalité de son message et la complexité des défis contemporains. Il importe de ne pas oublier, chemin faisant, les limites autant que les ambitions de l'entreprise que nous nous sommes assignées.